Annie Brasse-Denis, bonjour. Vous êtes maire de Plouaret en Côte-d'Armor. Vous êtes surtout l'une des membres fondatrices du collectif des maires et territoires en résistance pour le grand âge. C'est à ce titre qu'on voulait aussi vous avoir sur le plateau de Mère TV. Tout le monde ne connaît pas encore ce mouvement, ce collectif qui a été créé il y a un peu plus d'un an de ça, 1 an et demi. Pouvez-vous nous redire quel a été le point de départ de cette mobilisation? Alors, le point de départ de la mobilisation des maires s'est fait en Côte-d'Armor parce que dans ce département-là, il y a beaucoup d'EHPAD publics. Les EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. En discutant entre maires, on s'est rendu compte à travers 2 réunions successives, une réunion qui était organisée par la préfecture avec Madame Faure, ministre de la cohésion territoriale, et puis une autre dans notre territoire de Lannion-Trégor Communauté, qui l'a portée sur des questions de charges en plus pour les EHPAD. Et les uns et les autres, on s'est dit, ah ben non, pour les EHPAD, n'en jetez plus, la cour est pleine. On a dit, ah, tiens, bizarre, pourquoi? Et donc, du coup, on s'est rassemblés et on s'est dit, ben, on a tous des déficits conséquents qui, même pour un petit EHPAD en vote de budget, représentaient 150 000 euros, et pour les groupes les plus importants, 400 500 000 euros de déficit. En fait, il y a un point de rupture. D'ailleurs, l'État a très bien accompagné le Covid dans les EHPAD, oui. Sauf les règles, mais en tout cas, sur le plan financier, c'était très bien. Et en fait, c'est en 2022, l'État a pris la décision d'accorder et le Ségur de la santé et les primes grand âge au personnel des EHPAD. Simplement, il n'a pas assumé l'intégralité de la charge, et c'est à peu près 80% des sommes qui ont été versées, donc 20% restant à la charge de l'EHPAD, mais avec des prix de journée bloqués. Donc, premier déficit assez conséquent en 2022. 2023, démarrage de la guerre en Ukraine, etc. Et bien là, l'inflation plus le coût des énergies, alors là, ça fait exploser tous les compteurs. Donc, en 2023, on a commencé à se rassembler, on a eu des premières actions qui ont plutôt bien fonctionné. Des actions qui étaient de vous rapprocher de l'Agence régionale de santé, de la préfecture. Oui. C'est ça? Oui. Pour obtenir des aides financières. Et des ministères aussi. Hein. On est allé 2 fois au ministère, donc avec l'Agence régionale de santé de Bretagne, sans doute un peu pour éteindre le feu, a obtenu une enveloppe de 4,5 millions de crédits d'urgence à l'été 2023. Donc, ça nous a aidés. Et puis, ensuite, Aurore Berger a mis sur la table 100 millions d'euros qu'elle a divisé, voilà, elle a divisé en 2, cette enveloppe. Une partie pour le maintien à domicile, une partie pour les EHPAD. Nous avons eu encore des aides, en tout cas ceux qui étaient les plus en difficulté. Mais ben voilà, mais 2023 se termine et 2024 ne s'annonce pas très bien. Et donc à ce moment-là, avec le collectif, on se dit mais on ne peut pas vivre que de crédits non reconductibles, il faut vraiment aller travailler sur le modèle. Et du coup, on est allé interroger des juristes, hein, un cabinet d'avocats, en lui disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce bien normal? Est-ce que c'est nous qui gérons mal? Est-ce que l'État nous doit des choses? Et donc, du coup, eh bien, en fait, il a travaillé sur la dignité de la personne, sur ce qui n'avait pas été payé. Il nous a dit, oui, je pense que vous avez matière à actionner pour ce qui est des EHPAD. On s'est aussi, à ce moment-là, collectivement rapprocher de nos bailleurs sociaux qui sont souvent les propriétaires de nos établissements en disant quand on va rentrer dans le dur, c'est pas sûr du tout qu'on puisse continuer à payer nos loyers. Donc on commence aussi un dialogue avec la Banque des Territoires et puis surtout on a fait des recours gracieux à l'encontre de nos autorités de tutelle. C'est-à-dire l'État et les départements? Oui, en fait, donc on a constitué des dossiers en faisant le calcul EHPAD par EHPAD, CCAS par CCAS, parce que l'histoire n'est pas la même. Hein. Et on a demandé des sommes à l'État, à l'ARS et aux conseils départementaux. Pendant les périodes de 2 mois du recours gracieux, l'État et l'ARS n'ont pas bougé. C'était à l'été 2024. C'est-à-dire que vous n'avez aucun contact, aucune réponse, aucune proposition? Non. Et à l'été 2024, il faut dire que l'État était quand même un peu aux abonnés absents, hein, puisqu'on n'avait plus de gouvernement. Et puis les ARS, elles sont le bras armé de l'État, donc elles n'étaient pas en meilleure situation pour nous répondre. Pendant ce temps-là, par contre, les départements
ont pris acte et nous ont dit ben, ça ne sert à rien que vous alliez nous poursuivre parce qu'on est aussi désargentés que vous. En revanche, on veut bien écrire des mémoires pour chacun de vos dossiers pour confirmer les difficultés que vous avez auprès du tribunal administratif. Épauler en fait votre action. Et donc, du coup, eh bien, en fait, un certain nombre d'entre nous, mais pas tous, nous sommes donc allés avec nos demandes, avec des mémoires pour solliciter l'État. Nous sommes dans cette phase-là. Donc, vous avez déposé des requêtes auprès du tribunal administratif, voilà. C'est ça? Oui, absolument. Qui va après statuer pour dire voilà. S'il y a des indemnités à vous verser, en fait? C'est ça, c'est exactement ça. Donc, et puis, c'est aussi une façon de continuer à appeler à un financement et à une loi, un financement normal de la dépendance, et puis aussi à une loi grand âge pour reposer la question, parce que nous, on n'est pas du tout opposés à l'idée de mutualisation, de réflexion, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on envoie nos EHPAD dans le mur, et donc ça ne peut pas durer. Est-ce qu'il y a des EHPAD qui sont en danger? C'est-à-dire oui. Certains risquent de fermer, et quelle est la situation, par exemple, du vôtre? L'EHPAD de Plouaret, eh ben, il n'est pas très en forme, il fait partie des EHPAD les plus fragiles. Donc, malgré les... C'est un EHPAD de combien de... C'est un EHPAD de 57 places, alors, qui n'a que des difficultés financières. Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas recours à l'intérim. J'ai pas de vacances, enfin voilà, c'est un EHPAD où il y a c'est-à-dire que le taux d'occupation est important. Il y a du bénévolat, il y a de l'enthousiasme, il y a un personnel fidèle, etc. Aussi parce qu'on est dans cette bagarre et que ça aide aussi à soutenir le moral des troupes malgré tout, mais on est en grande difficulté. Et moi, par exemple, je suis venue ce matin avec une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse, qui est de dire, et un CCAS, quand il ne peut plus aller de l'avant, comment il fait? Parce que juridiquement, on ne peut pas déposer notre bilan. Et là, vous avez interrogé le préfet et vous n'avez pas eu de réponse? Ben, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que vous espérez de la part du gouvernement? Alors, vous deviez avoir un rendez-vous avec le ministre. Donc on va le... Alors, qui a été pas annulé, mais de votre part, parce que vous ne pouviez pas le rencontrer lui directement, mais son cabinet simplement. Oui, alors, ça serait donc le 3e ministre qu'on rencontre depuis 2023. Hein, donc la stabilité n'est pas à l'ordre du jour en matière de solidarité. Donc il nous semble que dans les cabinets ministériels, pour une partie, ce sont un peu les mêmes personnes, ou en tout cas dans les ministères, donc elles connaissent déjà le dossier. On nous a plutôt aussi présenté le ministre comme étant une personne à l'écoute de nos préoccupations. Donc du coup, on souhaite vraiment le rencontrer pour avoir un dialogue sincère avec lui et pour savoir quelles sont les intentions du gouvernement, soit pour l'abondement du 5e risque, soit pour la mise en route d'une loi grand âge. Parce qu'à la limite, l'abondement du 5e risque suffirait peut-être à notre bonheur dans une première étape.